Bonsoir, voici notre émission consacrée au cinéma. Et notre invité, René Clair. Alors, il y a toujours un peu de courrier qui nous parvient, et je voudrais signaler la lettre qui me met en cause de Colette Sokolovsky, me demandant pourquoi nous n'avons pas parlé plus longtemps de la semaine du cinéma soviétique. Cinéma tellement jeune, enthousiaste, naïf. Je dis ça comme un compliment, car nous avons perdu la naïveté. Vivant enfin, cinéma qui va compter désormais autrement significatif que la déliquescence offerte par Chabrol et compagnie, excepté Truffaut, bien sûr. Bon, moi, je prends ça pour la tribune, c'est très bon. Très bon pour la tribune, oui. Je la prends. Alors, elle me signale aussi pourquoi est cité le cinéma grec, polonais et hongrois et pas le cinéma russe. Eh bien, j'ai cité le cinéma grec, polonais et hongrois parce que je parlais des petits pays qui tout d'un coup faisaient du cinéma et les opposais au cinéma soviétique, américain et français ou japonais qui étaient des gros producteurs de films. C'est évidemment un peu simpliste, mais j'aime beaucoup aussi le cinéma soviétique, encore que il y a eu encore jusqu'à présent beaucoup de films un peu trop didactiques, mais enfin, il semble aller maintenant vers une liberté qui est très sympathique. Je ne sais pas, un film comme Le 41e est un film que j'adore, par exemple. Quant à la semaine du cinéma soviétique, je ne l'ai pas vu. On peut y aller? Alors, sur ça, on peut y aller. En tout cas, merci pour cette lettre, Colette Sokolovsky. Et puis ça aussi, dis ça, oui, c'est très bien ça. Oui, ça, c'était pour l'émission théâtre. Dis-le maintenant. Je voudrais signaler l'encyclopédie du théâtre contemporain, dont le 2e tome vient de paraître. C'est une encyclopédie réalisée par la revue Spectacle, par Gilles Kéan. La revue Spectacle est en elle-même une revue trimestrielle très remarquable sur le théâtre, et cette encyclopédie du théâtre est absolument extraordinaire. Je dois dire qu'il y a, entre autres, des documents photographiques sur des maquettes de décors, des photos sur l'époque du cartel, sur le théâtre russe après l'autre guerre. Il y a vraiment des documents passionnants et des textes très remarquables de nos amis Guy Dumur, par exemple, et de beaucoup d'autres. Et voici la tribune des critiques cinématographiques, avec le concours aujourd'hui de Jacques Doniol-Valcroze, Pierre-Marc Cabru et Claude Mauriac. Il y a d'abord une première question que je voudrais vous poser. C'est une lettre que Michel vient de lire pendant que vous ne l'écoutiez pas, d'une de nos spectatrices qui nous reproche de ne pas avoir parlé assez du cinéma soviétique à cette tribune et qui nous dit que c'est autrement significatif que la déliquescence atteinte par messieurs Chabrol et compagnie, excepté Truffaut, bien sûr. Que pensez-vous de ce propos, Pierre-Marc Cabru, Claude Mauriac et Jacques Doniol? Claude Mauriac? Non, mais c'était juste avant Cannes, et je dois dire à ma honte que comme je me préparais à aller voir des films pendant 15 jours à la raison d'au moins 2 par jour, plus les courts-métrages, je me suis un peu reposé avant et je n'ai pas vu la caserne soviétique. J'ai honte, mais je ne l'ai pas vu. N'ayez pas honte, dit une spectatrice derrière. Si, au point de vue professionnel, j'aurais dû y aller aussi. Mais moi je suis dans le même cas que Claude. Moi aussi, alors. C'est ça. Fait de rire, fait de rire. Voilà, Je suis dans le même cas que Claude Mauriac pour des raisons un peu plus sérieuses. C'est que je n'étais pas à Paris et que j'étais en province en train de travailler pour un film. Mais j'ai vu par ailleurs les 2 films les plus intéressants de cette semaine soviétique, qui d'après l'avis de tous mes confrères n'était pas extraordinaire. C'est Le Don paisible, qui est un film très intéressant, et le film posthume de Dovzhenko, Le Poème de la mer, qui est un très très beau film aussi. Sans ça, je crois que les autres, que je n'ai d'ailleurs pas vus, étaient assez décevants dans l'ensemble. Non, bon. On a oublié de mentionner Le Destin d'un homme qui était absolument excellent. Eh bien, c'est tout à fait juste. L'actualité, donc, c'est quoi? C'est le film de Castellani, peut-être? Le film de Castellani était avec Magnani, avec Magnani et une actrice italienne, comment elle s'appelle? Oui, c'est celui dont... Il essaye d'imiter Charançol, mais il n'y arrive pas. Oui, mais c'est difficile. Hein. En tout cas, qui n'a jamais tourné avec René Clair et qui s'appelle Massina. En 2 mots, Pierre-Marc Cabru. Je l'ai pas vu. Claude Mauriac. Je l'ai vu, nous avons déjà parlé après le Festival de Cannes où ce film a passé. C'est un film qui ne mérite aucun commentaire, à mon avis. Le seul intérêt, c'est de nous montrer deux grandes comédiennes ou prétendues-telles. C'est vrai en tout cas pour le cas de la Magnani, qui comme toujours est excellente, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, il n'y a rien dans le film à mon avis. Il y a un nouveau western qui s'appelle Rio quelque chose.
Rio Bravo. Rio Bravo, là, on l'a vu dans la salle. Vous avez vu ça, non? Vous l'avez pas vu? Oui. Pierre-Marc Cabru? C'est un western de silence et de silence intelligent. Je crois que c'est ça qui est le plus frappant. C'est un western distancié. Oui, très distancié, c'est exact. Silence entretien. Et c'est ça, je crois, qui touche beaucoup. D'autre part, c'est remarquablement joué, tout en nuances, tout en finesse, et en même temps avec une très grande force dans la retenue. Et également, ça aussi, ça m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas, vous l'avez vu? Non, moi, je ne l'ai Vous pas l'avez vu, non. Alors, je suis tout seul. Oui, mais... Bon, qu'est-ce que vous avez vu tous les trois? Et dites, Pierre-Marc Cabru, le critique de art va jusqu'à dire qu'il faudrait le voir 4 fois, ce film, pour en saisir toutes les nuances. Ça me paraît C'est beaucoup peut-être pour un excessif, western. 4 fois. Oui. 4 fois. Oui. Mais 2 fois, oui. 2 fois, oui. Ah bon? Peut-être pas pour en saisir les nuances, pour simplement le plaisir de le voir, je bon. crois aussi. Est-ce que Également. vous avez vu cette chose très longue, très ennuyeuse et pas très faulknerienne qu'est Le bruit et la fureur? Oui, c'est un... Enfin, Oui? mais- Pierre-Marc Cabru? Oui. Il a tout vu cette semaine, Pierre-Marc Cabru. Allez-y. Oui, enfin, c'est un film qui n'a aucun rapport avec Faulkner. Ça n'a aucun- Ouais. Il y a le nom de Faulkner qui est là par hasard, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, qui se trouve là. Ça ressemble à du sous-Tennessee Williams. Oui. Tout à fait sous-Tennessee Williams. Rite, il y a un certain métier, il y a quelque chose, c'est pas un metteur en scène sans intérêt. Je sais pas. Oui. Si. Enfin, je pense pas que ça aura Oui. un- Mais enfin, ça ne va pas loin du tout. C'est un film Oui. sans grande portée, qui est parfois honnêtement joué. Claude Mauriac? Il y a un film assez curieux au Broadway d'après Jules Verne, dont j'ai oublié le titre. C'est un film tchèque, si j'ai bien compris, qui s'inspire des illustrations des livres de Jules Verne, des livres de notre enfance. Karel Zeman, qui est un metteur en scène tchèque de dessin animé, a au fond réalisé ce vieux rêve de voir cette gravure sur cuivre animée. Et le principal truc qu'il a découvert, c'est que le principe de la gravure, c'est la rayure, c'est le trait, c'est la hachure. Et le problème, c'était de faire s'animer ou des éléments de paysage, ou des personnages, ou des bateaux, des locomotives, tout en gardant l'unité de la rayure. Alors, c'est-à-dire que ça va jusqu'à ce que les personnages sont devant des fonds qui sont des vraies gravures, sont habillés avec des costumes avec des rayures. Enfin, c'est très très fort. Il a mis 5 ou 6 ans à le faire. C'est un travail de chinois ou de tchèque. Et de tchèque chinois, et le résultat est forcément un petit peu décevant parce que c'est long pendant 1h30 et qu'il n'a pas réussi également partout, mais enfin il y a des passages qui sont absolument extraordinaires. Bon, et nous avons les 400 coups aussi, messieurs. J'ai peur que vous ne soyez très d'accord. Charançol, d'ailleurs, aurait peut-être été d'accord s'il était là, nous ne sommes pas sûrs. Il se peut que Charançol aime beaucoup ça. Il nous a simplement dit qu'il avait vu la séquence de l'interrogatoire de l'enfant à la télévision et qu'il trouvait ça très élémentaire, etc. Enfin, peut-être que dans le courant du film, il aurait été un peu plus pris. Pour le remplacer, je pourrais citer l'opinion d'un critique de cinéma que vous connaissez sans doute, qui est Jean Fayard, et qui a écrit ce mois-ci dans la Revue de Paris quelque chose qui me paraît extraordinaire. Il dit « Pour moi, c'est un film plein de fausses philosophies, de fausses poésies, et si M. Truffaut a du succès, c'est que ces films ne coûtent pas cher. » Et voilà le film Les 400 coups, expédié par M. Jean Fayard, prix Goncourt, il y a quelques années, en quelques coups de plume. Jacques Deniol. De toute façon, pour répondre à M. Jean Fayard, je ne vois absolument pas le rapport qu'il peut y avoir entre le succès du film et le fait qu'il ait coûté cher ou pas cher. Oui. Je pourrais vous citer aussi, pour lancer le débat, l'opinion d'un membre du jury, enfin une indiscrétion d'un membre du jury, qui m'a dit il y a quelques jours, au fond, nous avons donné un prix de mise en scène à ce film, non pas parce que nous le trouvions bon, nous trouvons qu'il n'a aucune originalité, mais nous aurions eu l'air de parti pris, puisque Truffaut nous a attaqué l'année dernière, il fallait bien lui donner un prix cette année pour ne pas avoir l'air de parti pris. ça, Opinion d'un dénoncé, membre du jury. On devrait commencer par l'avis de la salle. Oui, on va L'avis de la commencer par salle, ça. L'avis de la mademoiselle. salle, il est... Écoutez, je n'aime pas beaucoup François Truffaut, je le déteste comme critique, mais je dois me dire que son film est formidable Ah et bon très émouvant. Enfin, Vous n'étiez jamais d'accord avec ses critiques? non, jamais. Somme toute, c'est Toujours l'opinion de opposé. Charançol. Oui. Son admiration pour Vadim, par exemple, vous n'étiez pas d'accord? Non, pas Remarquez, spécialement. si je peux répondre tout de Oui, suite, on répond, mademoiselle, Jacques Deniol. c'est que je comprends très bien, je sais très bien que beaucoup de gens détestaient Truffaut comme critique et se trouvent ensuite aimer ce film. C'est assez paradoxal dans la mesure où le genre de critique que faisait Truffaut sur le cinéma déterminait par soustraction une certaine autre forme de cinéma, et que cette autre forme de cinéma est exactement celle qu'il a faite dans son film. Donc Ah, ça, je ne sais pas. Oui. Si, il a lutté contre ce qu'il appelait la tradition de la qualité dans le cinéma français. Enfin, le meilleur exemple, c'est de prendre un film exactement sur le même sujet, fait par Delannoy, qui s'appelait Chien perdu sans collier. Et Truffaut a vraiment massacré ce film quand il est sorti.
Et pour des raisons très précises. Il a fait un film sur le même sujet, et dans son film, il n'y a aucune des choses qu'il y avait dans le film de Delannoy. Oui. Donc il y a une espèce de corrélation entre ses théories critiques et le film qu'il a fait. Oui, Claude Mauriac. il serait tout de même curieux, si c'était possible, de voir l'article que le critique Truffaut aurait fait sur le film de Truffaut. Moi, je suis sûr qu'il aurait détesté ce film. Ça, je suis assez de... Mais ça ne prouve rien contre Truffaut, ni comme critique, ni comme réalisateur. On ne fait pas ce qu'on veut lorsqu'on essaye de créer quelque chose. La position critique de Truffaut s'explique par un excès d'amour. C'est parce qu'il aimait trop le cinéma qu'il était trop injuste avec certains cinéastes. Il avait besoin de les nier pour s'affirmer. C'est une chose connue, surtout à son âge. Cela dit, lorsqu'il s'est mis lui-même à faire un film, toute la question est de savoir s'il a fait exactement ce qu'il a voulu. Moi, je crois que son film, que j'aime beaucoup, je le dis tout de suite, est très gouverné, très voulu, pour toute la partie narrative, c'est-à-dire qu'il a exactement distribué le crescendo dans la mesure où il y en a un, car c'est un film tout de même assez linéaire, mais on s'y ennuie jamais, et c'est très savant. Il ne faut pas croire que c'est en mettant bout à bout des petites séquences brillantes qu'on arrive à cette espèce d'unité de ce film qui est assez étonnante, surtout depuis le milieu, depuis le moment où le gosse est dans le panier à salade jusqu'à la fin. Moi, j'étais revoir le film hier, c'est proprement éblouissant. Seulement alors, il y a toute une autre partie qui est la partie sentimentale, le cœur, si on peut dire, contre laquelle, évidemment, je me semble me souvenir que Truffaut critique s'élevait toujours par pudeur, non pas qu'il n'ait pas de cœur, la preuve, il vient de nous montrer qu'il en a, mais je crois qu'un jeune critique ne peut pas s'avouer sentimental, et un jeune auteur s'est avoué sentimental. Voilà ce que je pense. Oui, moi je pense que... Merci Claude Mauriac. Jacques Deniol. Moi, je pense que si Truffaut avait à faire la critique de son propre film, et s'il était objectif vis-à-vis de lui-même, et par rapport à ses anciennes théories critiques, puisqu'il n'est plus critique, je ne crois pas qu'il serait enthousiaste sur le film, parce qu'il ne l'est pas non plus. Bien sûr. Il ne trouve pas que son film soit admirable, mais il y a des choses qu'il serait forcé de reconnaître, c'est qu'il a toujours dit qu'il fallait faire des films avec des budgets peu élevés. Bon, il a fait un film pour 35 millions, donc c'est pas un budget élevé, donc il serait d'accord avec ça. D'autre part, il a toujours critiqué dans les films faits sur les enfants le fait que les enfants, finalement, en dépit du titre du film ou de l'histoire, n'avaient pas la vedette. Parce que, par exemple, dans Chien a perdu son collier, on engage M. Jean Gabin. Bon, donc finalement, comme c'est là une grosse vedette, l'intérêt du film se déplace sur M. Jean Gabin et les enfants sont escamotés. C'est pas finalement Chien perdu son collier n'est pas un film sur les enfants. Il est un film sur l'attitude de M. Gabin par rapport aux enfants. Or lui, il a complètement évité ce défaut en faisant un film sans vedette qui est entièrement centré sur les enfants. Donc ça, il le mettrait lui-même au crédit de son film. Attendez, Un taisez-vous silence dans dans la la salle. salle. Allez-y, madame. Comme disait très justement M. Mauriac, on ne fait pas toujours ce qu'on veut faire. Je trouvais que Truffaut était un critique très brillant, souvent incisive et plein de verve, mais son film, par rapport à ses critiques, me semble pauvre, c'est-à-dire pas pauvre dans le sens pauvre, mais un peu à l'état d'ébauche. Et surtout, la fin, elle vous laisse perplexe. Truffaut, dans un entretien qui a paru dans une revue qui s'appelle Cinéma 59, a parlé lui-même de son film. Il a parlé de la fin. Et il a expliqué qu'il ne pouvait faire à cette histoire ni une fin optimiste, ni une fin pessimiste, que le film restait en suspens à un certain stade de la vie de ce jeune garçon, et qu'il a trouvé, son idée était de substituer à une fin morale une fin plastique. C'est-à-dire qu'il a terminé sur une espèce de crescendo plastique, ces 3 travelling successifs qui amènent l'enfant à la mer. C'est tout. En fait, comme Gilles disait, un roman est toujours à suivre. Enfin, il ne pouvait pas conclure. Oui, je crois qu'on a eu tort tout à l'heure d'établir un rapport entre François Truffaut critique et François Truffaut réalisateur. Comme critique, il est bien évident qu'il souhaitait voir dans les films une qualité absolue. C'était ce qu'il exigeait. C'est pourquoi on pouvait ne pas être toujours d'accord avec lui. Moi, j'étais rarement d'accord avec lui. Mais je crois qu'on peut supposer aussi tout à fait normalement qu'il n'aime pas beaucoup son film. Ce qui est certain, c'est que c'est, je crois, son premier grand film. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et il est bien évident qu'on le jugera sur son 3e film. Si son 3e film a autant de qualité que son second, que les 400 coups, eh bien, François Truffaut prouvera à ce moment-là qu'il peut devenir un très grand cinéaste. Oui, Claude Mauriac veut vous répondre. Merci. Vous avez raison, du point de vue du spectateur peut-être, mais pas du point de vue de l'auteur à mon avis. Pourquoi voulez-vous qu'un auteur fasse plusieurs œuvres s'il en fait une belle? Oui, oui. On a dit que ce film était autobiographique. Alors, c'est pourquoi, partiellement tout au moins, c'est pourquoi j'attendrai, comme c'est le cas chez certains romanciers qui ont écrit plusieurs romans autobiographiques et qui ont cessé d'avoir autant de talent lorsqu'ils ont voulu parler d'autre chose que d'eux-mêmes, il serait intéressant de savoir, je sais que son tout premier film, que je n'ai pas vu,
était différent, mais il serait intéressant de savoir si sur un sujet tout à fait différent, Truffaut serait capable de nous donner autant d'émotions. Oui, ça c'est la question qu'on peut se poser en effet. Truffaut ayant dit ce qui lui tenait apparemment le plus à cœur, maintenant nous ne savons pas, il y a peut-être des tas de choses qui lui tiennent à cœur. Oui, c'est pas parce qu'il a eu une enfance qui ressemble à celle de son personnage qu'il n'a pas d'autre chose à dire. Attendez, j'ai encore une question ici. On se rappelle que la critique, pour, je crois, soutenir Truffaut, avait fait la référence à Vigo. À qui? À Vigo. À Jean Vigo, oui. Et il y a une chose, en voyant la fin des 400 coups, notamment la scène, la course vers la mer, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la similitude entre cette course vers la mer, qui sur la thématique est en effet essentielle, et une scène similaire aussi importante dans La Talente de Vigo. Oui, mais d'ailleurs, ça, Doniol la référence à Vigo est tout à fait juste. Je crois que Truffaut ne s'en Qui était un cache peu pas. écrasante d'ailleurs pour Il, Truffaut. Ah bon, attention, monsieur ajoute qu'il trouve la comparaison un peu écrasante pour Truffaut, c'est plus grave. Ça, c'est une opinion. Moi, je crois que ce sont des citations, c'est pas du tout de l'imitation. Ben, c'est comme Bergman et le quand on- cinéma suédois. Non, mais Truffaut reconnaît il a cité- qu'il y a deux influences sur son film, c'est le Vigo de Zéro de conduite ou de La Talente et le Rossellini d'Allemagne à zéro. Je pense que nous avons un autre grand sujet qui nous attend, mais nous allons le réserver pour notre prochaine rencontre, c'est Hiroshima. Parce que, à l'heure où cette émission est diffusée, Hiroshima vient de sortir. Mais j'aimerais mieux, très égoïstement, l'avoir vu, personnellement. Je voudrais aussi, moins égoïstement que les spectateurs l'aient vu quand nous en parlerons. On peut peut-être se contenter aujourd'hui d'en dire, si vous voulez, un mot pour ou contre. Marc Abreu ne l'a pas vu. Claude Mauriac et Doniol peuvent peut-être rappeler d'un mot leur opinion. En tout sur cas, il y Hiroshima. a une liaison à faire avec ce que nous venons de dire, c'est que Truffaut le reconnaît comme un maître. Lui-même a dit que si ce film avait été dans la compétition à Cannes, il n'aurait su de très loin prétendre à avoir le prix de la mise en scène. Oui. Moi, je suis un profane dans le domaine, car je ne juge les films qu'en tant que spectateur, comme tout le monde. Mais je dois dire que le travail de René dans ce film est assez extraordinaire et très insolite et certainement très en avance sur notre temps. Oui, la querelle. Alors la querelle pour moi, mais Oui. c'est du reste un problème très compliqué, c'est que ce film est assorti d'un texte qui a été voulu tel par l'auteur. Alain René a choisi Marguerite Duras, qui est du reste une excellente romancière, qui en général, moi en général je l'aime. Certains l'adorent dans ce texte. Moi je dois dire, je n'ai pas marché pour ce texte que j'ai trouvé littéraire, et ça encore ce serait pas grave, mais la mauvaise littérature. Et moi personnellement, qui suis aussi critique littéraire, je ne peux pas admettre, je ne peux pas défendre dans la critique de cinéma quelque chose que je vomirais dans la critique littéraire. C'est tout ce que je veux dire. Cela dit, j'ai vu le film qu'une fois et je vais m'y reprécipiter dès qu'il va sortir. Il est très possible que j'ai mal compris ou mal entendu la première fois. D'autant que René, entre Cannes et Paris, a fait, je crois, s'est livré à un travail supplémentaire de montage. Jacques Doniol. Oui, moi je ne veux pas me lancer dans une discussion avec Claude sur ce problème de la littérature du film. Ce que je crois, c'est que c'est certainement un des films les plus importants qu'on ait fait depuis 10 ans, à tous les points de vue, et je dis ça très sérieusement. Et je crois que on était condamné très souvent jusqu'à maintenant à juger le cinéma par rapport au cinéma, c'est-à-dire que dès qu'on voulait le juger par rapport aux autres arts, on s'apercevait qu'il était tout de même en retard par rapport à ce qu'est l'évolution à l'heure actuelle de la littérature ou de la peinture, et qu'il n'y avait pas dans le cinéma véritablement d'avant-garde, car si l'avant-garde c'était celle de 1928, purement formelle, c'était plutôt démodé. Tandis que le film d'Alain Resnais est vraiment à l'heure de l'art actuel, c'est vraiment un film très en avance, et il représente un phénomène aussi important que l'apparition des premiers romans de Faulkner, de toute une génération d'écrivains. Enfin. Oui. En fait d'avant-garde, je m'en tiens au Renoir de la règle du jeu. Mais le Renoir n'a jamais été dépassé. Non, parce qu'il y a une question de langage. Claude aussi, le Renoir de la règle du jeu est un film très d'avant-garde pour 1939. Non, mais il reste chaque fois que je par sa construction et par son esprit, mais le film d'Alain Resnais utilise un langage cinématographique techniquement très différent et que l'on n'a pratiquement jamais employé au cinéma. Oui, mais voilà, ce qui rendra son toute la question est de savoir si ce langage est viable, car nous parlions tout à l'heure de la seconde œuvre. Il est absolument certain que Truffaut fera une seconde œuvre, une troisième, une quatrième, et autant qu'il sera vivant. Alors que, hélas, pour René, j'ai très peur. Même ce film est évidemment admirable, à plus d'un titre, extraordinaire, mais là, je parle comme parlerait Charançol s'il était là, avec plus de nuances et plus de mesures. Est-ce qu'il est regardable ? Est-ce que vous voyez ce film présenté
Je ne dis pas même, enfin, en province, n'importe où, et même à Paris, en dehors d'une salle d'exclusivité. Je crains que non. Nous sommes des spectateurs avertis. C'était difficilement soutenable par moment. Oui, mais c'est soulevé tout à fait un autre problème. Oui, mais très important. Du fait qu'il s'agit de cinéma, que le cinéma, ça coûte 1 million la minute, et que si le film n'a pas de succès, peut-être que pour des raisons purement commerciales et pratiques, M. René aura de la peine à faire d'autres films. Oui, mais un art doit tenir compte de ses moyens. Tu parles de l'avant-garde technique. Si cette avant-garde technique amène au silence absolu de l'auteur, c'est tout de même pas une réussite, c'est très bien pour lui. Mais le cinéma s'adresse à un public immense. C'est toujours Charançol qui parle. Mais monsieur Faux, oui, bien sûr. Bon. S'il parlait avec autant de mesures. Bon, mais... Nous lui transmettons ce propos, et alors... Il l'entendra. Je vous donne rendez-vous, à moins qu'il y ait une question dans la salle, je vous donne rendez-vous pour reparler d'Hiroshima, alors, sur cette antenne, dans 8 jours, si je ne me trompe, et dans 15 jours, dans cette salle. Je remercie beaucoup Jacques Deniol Valcroze, Claude Mauriac et Pierre Marquet. Pour terminer cette émission, nous vous présentons l'invité de la semaine et l'invité de l'année du Masque et la Plume, René Clair. Il est très émouvant de recevoir René Clair au Masque et la Plume, car il est difficile d'oublier qu'au référendum de Bruxelles sur le cinéma, le nom de René Clair a été celui du metteur en scène le plus cité dans le choix de la critique internationale comme premier metteur en scène mondial. Non. Votre nom était le plus cité. Charlie Chaplin Eisenstein d'abord, ce qui me flatte beaucoup d'ailleurs. Oui, je crois que votre nom a été cité. Oui, je n'ai pas le compris. troisième, si vous voulez. De toute façon, l'émotion pour nous reste la même. Et l'occasion pour nous de vous présenter dans cette émission un entretien avec René Clair, c'est que cette fois-ci, c'est aussi en tant que littérateur que nous présentons René Clair, puisque chez Gallimard paraissent cette semaine même Comédies et commentaires, un recueil comprenant 5 scénarios, je dis le mot scénario, nous nous expliquerons tout de suite, 5 scénarios de films présentés par René Clair lui-même avec des préfaces et des postfaces sur chacun de ces textes et un avant-propos copieux assez important sur lequel nous pourrions discuter. Et je crois que la première question... La première chose à dire, c'est que Michel Pollack est allé prendre les épreuves chez votre éditeur, et puis je lui ai dit tu vas les lire, et puis tu me les prêteras. Et alors il est venu me les porter hier dans mon bureau, puis il me dit ça m'intéresse tellement que je préfère m'occuper moi de l'interview, et tu n'auras rien à faire. J'ai pas pu les lire. Il me les a chippés. Alors l'avertissement et l'avant-propos qui me passionnaient, je les vois encore là pour la deuxième fois sur une table, et je n'arrive pas à les lire. Eh bien, la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot comédie qui est en titre. Car moi, j'utilisais le mot scénario. Et René Clair, pourquoi tenez-vous au mot comédie? Parce que scénario ne veut rien dire. Vous pourriez dire scénario, on dit aussi bien le scénario d'une pièce. Scénario, c'est le canevas. La comédie italienne jouait sur scénario, évidemment, sur canevas. Scénario est un mot assez impropre, comme la plupart des mots employés dans la terminologie cinématographique, française, tout au moins. Et c'est une comédie, parce que si c'était une chose qui avait été écrite pour le théâtre, elle serait une comédie. Et ce n'est pas parce qu'elle est écrite pour des moyens cinématographique qu'elle perd son caractère originel. Bien sûr. Mais ces textes que nous lisons, je ne suis pas spécialiste du cinéma. Est-ce que c'est un texte écrit pour une version pour le tournage, ou vous avez recomposé après coup les textes de vos films? Attendez, la question mérite examen. Vous voulez dire si j'ai fait des changements? Oui, la présentation dans la elle-même. Forme? Oui. Non, c'est à peu près comme cela que j'écris mes textes de scénario, alors pour reprendre le mot professionnel, avec cette différence que quand je les écris, il y a évidemment un certain nombre de numéros et de petites indications techniques, j'en mettrai peu d'ailleurs, oui. Et que ceci a été plus ou moins réécrit par moi en vue de faciliter la lecture, pour que ce ne soit pas ennuyeux, tandis que très souvent, comme je tourne moi-même ce que j'écris,
Très souvent, je l'écris sous la forme d'une sorte d'aide-mémoire, parce que ce n'est pas comme si j'écrivais pour quelqu'un qui le réaliserait. Là, il faudrait donner plus de détails. Là, c'est plutôt un aide-mémoire pour moi, donc il a fallu pour le lecteur arranger ça pour que ce soit lisible et que ça ait une chance de l'intéresser. Oui. Je croyais aussi que les scénarios se présentaient en 2 colonnes, le texte d'un côté, l'image de l'autre. Est-ce que vous faites vos présentations de ces manières-là et Non. Non, pas du tout. Non, j'ai fait ça avant, enfin au moment où d'ailleurs les scénarios n'étaient pas du tout écrits de la même manière. Au début du film sonore et parlant, oui, tout le monde l'a fait. Mais dès que j'ai commencé à travailler aux États-Unis, en Angleterre et aux États-Unis, j'ai adopté la manière d'écrire de là-bas, qui, à mon sens... Non, je m'excuse, en Angleterre, on écrivait encore comme ça, mais aux États-Unis, on y avait renoncé depuis longtemps. Et je crois qu'on y avait renoncé pour d'une raison pratique, comme les scénarios qu'ils avaient fait comme nous au début, c'est-à-dire avec la colonne de gauche, les indications techniques et la colonne de droite, les dialogues, ils se sont aperçus que les producteurs, qui sont des gens tout-puissants, Hollywood, qui l'étaient surtout à cette époque-là, lisaient uniquement la colonne de droite, parce que les indications techniques les ennuyaient. Alors, comme il y avait de fâcheuses incompréhensions à la suite de cette lecture, ils ont pris un système qui, à mon sens, est bien meilleur et qui est à peu près celui-ci. Alors, je vous dis, les seules différences, c'est qu'il y a des explications plus brèves dans ce que j'ai écrit, et 2 ou 3 indications techniques de plus. Mais oui. En réalité, je ne crois pas du tout, contrairement à la réputation qui m'a été faite, à la préparation technique. Enfin, la préparation technique poussée à partir du moment où on a suffisamment d'expérience et de métier. Et surtout, disons-le, quand on écrit soi-même, il est évident que je n'écris rien, et je pense que les quelques-uns de mes confrères qui écrivent leurs scénarios eux-mêmes doivent être dans le même cas. Il est évident que je n'écris rien sans l'avoir plus ou moins, sans m'en être donné une représentation sans même y réfléchir, inconsciente. Alors à ce moment-là, l'image est fixée, je n'ai plus tellement besoin de préparer techniquement ce qui va être réalisé. Et c'est assez frappant parce que lorsque l'on lit ces textes, en italique, il y a les indications de mouvement, les images, etc. Or, en 2 lignes, on a vu un film de René Clair. Enfin, je pourrais en prendre une phrase au hasard, je ne sais pas. Moi, il entraîne Suzanne dans la foule qui part en chantant. Cette vision s'évanouit et nous retrouvons Claude dans son lit encore endormi. Les grondements du canot sont transformés en coups frappés à la porte. Il fait jour, la porte s'ouvre et le petit barbu de la veille entre, accompagné d'un énorme déménageur. Ils vont droit au piano sans s'occuper de Claude qui se redresse péniblement. Je suis tombé absolument par hasard, je ne sais pas. Eh bien, tout de suite, on voit le déménageur, on voit le petit barbu. C'est des personnages de René Clair. Alors, en réalité, c'est ce qui se passait dans le scénario réel, sans doute. Ça devait être ici, fondu, enchaîné, passé de tel décor à tel décor. Vous comprenez? Oui, ça. Alors ça, c'est ce qui était dans mon scénario, vraisemblablement, je ne me rappelle pas. Et à la place, vous avez mis... Ah bah oui, tout de même pour faciliter la lecture, parce que c'était ennuyeux pour le public. Il fallait essayer de lui donner une description de ce qu'il verrait s'il était devant l'écran. C'est ça. Alors vous avez remplacé ce fondu enchaîné par 3 petits points, une astérique, et nous faisons nous-mêmes... Et une liaison de phrases. Oui. Alors, il y a une remarque que je ferai tout à l'heure sur la lecture de ces textes, mais je voudrais continuer. Est-ce que c'est volontairement que vous n'avez pas donné de fiche technique, c'est-à-dire la distribution, la date de sortie du film, la musique de scène, etc. Non, à vrai dire, je n'y ai même pas pensé, parce que toutes ces indications techniques ont été données abondamment et dans les journaux au moment de l'apparition de ces films, et même dans ce qui subsiste de programmes, d'affiches. Là, comme je voulais attirer l'attention sur ce qu'est le travail de l'auteur et non pas du réalisateur, vous comprenez, montrer comment se fait un scénario, discuter ça sur le plan, disons, littéraire, je n'y ai pas pensé, à vrai dire. Oui. Eh bien, pourtant, je vous dirais, lorsque l'on lit ces textes, on met tout de suite un nom. Enfin, dans le premier, Le silence est d'or, on entend la voix de Maurice Chevalier tout le temps. Dans Les Belles de nuit, la voix de Gérard Philippe se colle immédiatement au texte. Ouais, si l'on a vu le film, c'est normal, mais je pense qu'on a la même impression si l'on voit une pièce de théâtre. Si vous lisez Marius ou Fanny, il est évident que vous entendez Rému. Dans cet ouvrage, les 5 films dont nous pouvons lire les textes sont Le silence est d'or, La beauté du diable, Les Belles de nuit, Les grandes manœuvres et Porte des lilas, c'est-à-dire vos 5 derniers films. Est-ce que vous avez eu l'occasion de publier les films précédents et depuis vos tout premiers, depuis le million? Non, il était très difficile, même pas si vous prenez les films, c'est très difficile de les publier, parce que ça, là encore, le dialogue aide un peu, mais ce serait très difficile de les suivre. Non, je vais vous dire, j'aurais été bien embarrassé de publier le texte du million, car le texte du million est entièrement improvisé par les acteurs pendant qu'ils jouent. Je n'ai pas écrit une ligne du million. J'ai simplement vérifié, je leur donnais le canevas, car je voulais à ce moment-là, c'était les débuts du parlant, et je voulais éviter le ton théâtral qu'ont employé les premiers acteurs de théâtre que le cinéma a utilisé. Et je prenais les acteurs, je leur disais, voici, cette scène doit signifier cela dans l'esprit du public. Quand elle est terminée, ils doivent savoir ceci. Et allez. Bien entendu, il fallait recommencer assez souvent parce qu'il ne disait pas toujours des choses qui me convenaient. Oui. Mais je voulais par là retrouver une espèce de spontanéité naturelle.
Je n'ai pas pu poursuivre cette expérience beaucoup plus loin parce que, dans le milieu, je dois dire, j'étais tombé sur 2 acteurs, principalement René Lefebvre et Raymond Cordy, qui étaient de très brillants improvisateurs, ce qui m'avait légèrement trompé. Je n'avais pas pensé que tous les acteurs n'avaient pas les mêmes dents. Et après, je me suis aperçu tout de même qu'il était plus prudent d'écrire et de préparer. Nous remercions beaucoup René Clair de se prêter à cet entretien avec nous à l'occasion de la sortie de Comédies et commentaires. Et nous reprendrons cet entretien sur l'antenne très prochainement dans notre dernière émission de la saison. Nous finirons donc en beauté avec un entretien beaucoup plus long avec René Clair, toujours sur Comédies et commentaires, ainsi que les questions que la salle voudra bien lui poser. Alors je remercie pour aujourd'hui René Clair. Cet entretien avec René Clair se poursuivra donc le jeudi 9 juillet pour notre dernière émission de la saison. En attendant, nous vous donnons rendez-vous comme d'habitude jeudi prochain sur l'antenne et samedi 20 juin à 16h pour notre dernier enregistrement public. Bonsoir.